Ah, c'est sexy le rose. Ouais. Mais bon, c'est plus complexe que ça en même temps. Mais bon, c'est vrai que bon, j'ai beaucoup travaillé sur le rose pendant une dizaine d'années. Et pour moi, le rose, au-delà des clichés sexy ou bonbonneux, machin, etc., c'est un point de vue, hein. Mais c'est presque la couleur post-humaine, bio, une espèce de couleur qui serait génétiquement en post-développement. Il y a le vert aussi, qui est pas mal dans ce genre-là, mais bon, le vert a tellement été utilisé par les martiens. Le rose représente pour moi vraiment tout ce champ expérimental, bio, post-humain, voilà, pour aller vite. Post-humain, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer, des pires utopies aux utopies les plus géniales, positives, ce qui fera qu'on ne sera pas comme on est, et on sera comme on sera. Il n'y a pas c'est pas grave, on sera différent, on était bien des têtards. On sera peut-être des machines, je ne sais pas. Mais je pense que cet aspect je sais pas quoi, bio, fluidique, je sais pas comment le dire en peu de mots. Il va beaucoup plus loin que la couleur des petites filles. Voilà. Une espèce de transmutation qui est proche de tout ce qui me paraît être dans l'hybridité de ce qu'on suppose être en voie de devenir. Mentalement, hein, pas simplement par des prothèses ou des orthèses, etc. Quoique les orthèses et les prothèses sont déjà bien là, sont ancrées hein, aujourd'hui. Toutes les mamies ont un pacemaker, rien n'est naturel. C'est très naturel tout ça. De toute façon, c'est naturel. Le bâton qui servait à faire tomber la noix de coco, c'était naturel, hein. C'était simplement une expansion. Donc une paire de lunettes, c'est une expansion. Donc un pacemaker, c'est une extension du cœur qui permet, autrement on meurt. Donc demain, voilà, j'ai une troisième oreille. Il y a un artiste, hein, je dis ça parce qu'il y a un artiste qui s'est greffé une troisième oreille sur le bras, Stellar, qui appartient à ce champ d'expérience dans l'art qui a à voir avec le post-humain. Orlan, par exemple, qu'on connaît parce qu'elle s'est manifestée pas mal de fois dans les médias avec ses opérations pour être apte à pouvoir juger elle-même de son propre corps, ne pas être asservie par des morales religieuses ou autre chose. Orlan, en tant qu'être, dit c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps, etc. Ouais. Ça vous tient à cœur aussi, l'anticonformisme? C'est pas anticonformiste, enfin c'est l'anticonformisme de la masse conformiste, oui bien sûr, mais c'est tellement évident pour moi. C'est que c'est la masse pensante qui n'est pas évidente. Moi je pense que c'est tellement naturel, sauf que c'est pas dans les canons normatifs de la pensée liés au pouvoir pour que tout le monde soit le petit mouton d'une pensée pour que les gens de pouvoir puissent maîtriser leur pouvoir et que les autres restent asservis, voilà, c'est tout. Et dès que quelqu'un s'échappe de cette ligne d'asservissement, eh ben, c'est un danger pour la masse. C'est ça l'individualité, c'est pas l'individualisme égoïste. L'individualité, c'est d'avoir sa propre langue, sa propre pensée, et de ne pas utiliser cette langue qui est un rouleau compresseur, qui fait qu'on a une langue imposée, etc. On a détruit toutes les langues, minoritaires d'ailleurs, et maintenant c'est l'anglais obligatoire. Tout ça, je ne suis pas d'accord. Donc, vive la langue. Je dis toujours, si demain je suis avec un Inuit, même en anglais, ça ne marche pas. Hein. Il va falloir que je fasse des gestes, que je parle, que je fasse des bruissements, des
des murmures ou des cris, peu importe, et on va se comprendre avec des gestes, etc. Donc, on se parle tellement, sociétalement parlant, les uns les autres, on n'est jamais culturellement dans les mêmes plateaux. Deux individus qui parlent français ne se comprennent même pas. Donc, la langue, c'est pas grand-chose. Par contre, la langue individuelle, sa propre langue, celle que les poètes tentent d'obtenir par des procédés comme ça d'hybridité, d'ailleurs en mixant des mots, en inventant des mots, etc. Dans la masse aussi, hein, il y a toujours des générations qui arrivent, et c'est toujours lié à des réactions. Hein. Chaque génération capte ses propres mots pour être différent. Mais après, on retrouve une espèce de normalité. Et puis après, ça fait un clan. Puis le clan devient une espèce de truc clanesque sectaire. Et puis la secte a tendance à imposer aussi son pouvoir. Et puis ce pouvoir-là devient un peu fascisant, etc. Puis bon, voilà. Et on retrouve toujours les petites structures qui sont codifiées comme les grandes, qu'on ne peut pas supporter, etc. Donc on s'oppose à un truc. Et on crée un nouveau système. On fait un nouveau truc, donc c'est assez terrible. Et donc les gens qui fonctionnent dans leur dérive existentielle, qui travaillent à perte, qui ne sont pas pour le rendement, ce sont des gens, pour moi, c'est l'extravagance même de la vie dans tout son événement, même quand ça coûte, même quand c'est dur à vivre. Et quelquefois, des gens vivent la solitude pendant 30, 40 ans, ou une vie entière. Moi, Xavier Fourniret, par exemple, le personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, ça n'a jamais fonctionné. Hein. Bon, on a des gens, on peut capter des gens, mais je ne veux pas tomber dans un truc sentimentalo, machin, etc. excessif. Je ne veux pas évoquer Van Gogh ou des gens comme ça, mais on arrive vite à l'excès comme ça. Donc on a Artaud, etc. On arrive vite. Bon, évidemment, c'est ça qui me parle, moi. Si je dis, tiens, allez, je me lance dans la peinture, ou je me lance dans la poésie, tout de suite interviennent des gens comme ça. C'est pas dans les magazines ou les vitrines que je vais avoir un bouleversement. C'est là où il y a une puissance. Alors, évidemment, il faut être ambitieux pour dire, ah tiens, moi je m'y mets aussi. Tiens, il y a eu Picasso, il y a eu Artaud. Ah moi aussi j'y vais. Tous les étudiants dans les écoles d'art, tous ceux qui veulent faire du cinéma, tous ceux qui disent, tiens, je vais faire de la musique. Il y a eu machin, il y a eu ce groupe. Ah mais je m'y mets aussi. Cette espèce d'ego démesuré, soit c'est de l'ego primaire pour se valoriser simplement, soit c'est vraiment ce désir de puissance de vivre. Et là, c'est plus de l'ego, c'est pas de la compétition, c'est pas pour être plus fort que l'autre, c'est pour essayer de tenter de devenir un peu soi-même. Et donc on n'est plus dans... C'est un ego, forcément, parce que l'ego, c'est pour ne pas se faire écrabouiller. Il faut relever la tête, autrement on est soumis. Donc il faut un ego pour ne pas être soumis, autrement on est dans le clapier. Si on veut faire son terrier, rester un peu sauvage, tout en contextualisant les choses, en étant capable de rentrer, de ressortir du clapier, etc., tout va bien. Il ne faut pas rester que dans le terrier, parce qu'on redevient clanesque et on retombe dans ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais si on n'est que dans le clapier, ça ne va pas non plus. Donc il faut jouer, chacun se dérange. Et plus on est excessivement rigoureux dans cette démarche-là, plus c'est insupportable. C'est le contraire. C'est-à-dire, pour vivre la qualité de vie exceptionnelle qu'on rêve, et on souffre. C'est absurde. Mais on souffre, cette souffrance-là est moins pénible que la soumission dans laquelle on pourrait se retrouver en ne souffrant pas. En fait, à chaque fois que j'interviens dans un espace, que ce soit une galerie, un centre ou la rue, j'essaie de travailler en amont, d'avoir une sorte d'investigation comme ça du territoire. Et, évidemment, c'est vaste. Je m'attache quand même à des choses qui peuvent me parler. Donc je cherche des éléments moteurs qui se confondent dans l'invisible. C'est-à-dire on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Et certains
je capte qui sont vraiment tellement évidents qu'on ne les voit pas non plus. C'est-à-dire qu'on oublie de les voir, on n'y pense pas. C'est un peu comme le monument aux morts, on passe devant et puis on ne fait plus jamais attention, etc. Donc il y a deux champs. Celui d'extraire un élément porteur, mais que tout le monde voit, mais que personne ne prend en garde. Enfin, et puis un élément que je vais essayer d'extirper d'outre-tombe, quelque chose qui soit vraiment intégré à la situation, la Bourgogne par exemple, mais que personne ne connaît, et qui est vraiment un truc puissant. Alors je cherche. Pour chercher, on discute, on regarde sur Internet, on interroge des amis, etc. On essaie de sortir un truc qui va être... Alors évidemment, moi j'ai tendance à orienter un peu vers tout ce qui pourrait être lisible dans les passages de l'antérieur au supérieur, c'est-à-dire... qu'est-ce que... Oh, je sais très bien, ça, c'est bon, les champs extérieurs sont importants. C'est le silence de John Cage et tout est important. Je vous en parlerai après. Oui, ce que je veux dire, c'est pour capter des éléments, je ne peux les prendre que dans les éléments historiques. Autrement, on n'a pas de... À part la mémoire, les gens qui pourraient oralement raconter des histoires. Mais c'est moins intéressant parce que c'est trop localisé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un truc complètement local qui puisse devenir quasiment universel. Donc, ce sont surtout des personnages ou des gens qui ont affaire avec l'histoire. Ça peut être la philosophie, ça peut être la littérature, enfin, c'est quelque chose, ou un musicien, c'est quelque chose comme ça, forcément. Donc, j'ai opté pour l'ours du jardin public. Je pense que les gens le voient, mais on ne le voit plus, il est intégré. Donc je l'extrais, et puis j'essaie de faire une petite analyse, moi, perso, de ce truc-là. Et puis après, j'ai pris un autre personnage qui s'appelle Xavier Forneret. Xavier Forneret, c'est un personnage du 19e siècle, qui est complètement occulté, qui a été occulté toute sa vie, qui a été vraiment un personnage de transgression totale. On pourrait dire que c'est presque le premier gothique. Il dormait dans un cercueil, il venait à Dijon habillé en noir, il se maquillait de blanc, il se nommait lui-même l'homme noir au visage blanc. Ça pourrait faire penser à des gens, on pourrait vite basculer dans Marilyn Manson, etc. Bon, de Dracula à Marilyn Manson, si on veut jouer, et on peut jouer. Donc moi, ça m'interroge, et puis évidemment, quand on commence à savoir qui est ce personnage, etc., qui est donc de la région, ses parents, ses arrière-grands-parents, enfin ses beaunes, c'est plutôt les vins, etc. Donc c'est vraiment, c'est Dijon en périphérie. Et ce personnage-là a écrit, a été scandaleux, toute sa vie a fait des pièces de théâtre, ça n'a jamais marché, il a joué à Dijon, les gens au bout de 5 minutes se barraient, c'était tout de suite le scandale, les bagarres, etc. Donc c'est une sorte de pré-dadaïste. Avant les dadaïstes, il y a les incohérents, il y a les utistes. Les utistes, c'est la période d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud était utiste d'ailleurs. Il y a les incohérents, après c'est la période juste avant Dada. Ce sont les gens, cabaret, Lapin Agile, le Chat Noir, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est vraiment assez important dans le contexte historique du début du siècle. Et les incohérents sont des gens... ce sont des pré-punks, en fait. Ce sont des gens qui s'opposent, qui sont en réaction au milieu, qui agissent par transgression, qui refusent la situation horaire dans laquelle ils sont, et qui s'insurgent. Donc ils s'insurgent avec leurs moyens, avec la poésie, mais avec de l'humour, avec des gags, etc. On connaît, par exemple, dans Les Incohérents, on connaît Alphonse Allais, qui, au début du siècle, a glissé dans une grande exposition au Salon des Indépendants, il a glissé 2 monochromes. C'est-à-dire qu'il serait le précurseur du monochrome, qui est vraiment la modernité, qui est l'avant-garde du début du siècle, avec Malevich, etc., qu'on retrouve avec Yves Klein dans les années 60. Et Alphonse Allais a fait une peinture toute noire et une peinture toute blanche. Je ne sais plus le titre exactement, mais c'est genre nègre dans un tunnel, quelque chose comme ça pour la peinture noire. Donc c'était très figuratif, parce que le titre évoquait quelque chose de très réel.
évidemment, le monochrome, après, c'est quelque chose de plus métaphysique, de plus spirituel, etc. Donc c'est vraiment une matière, presque une énergie proche de l'astrophysique, etc. Bon. Mais bon, Alphonse Allais faisait des gags, etc. Donc moi, j'ai mis un petit âne dans mon exposition. L'âne, c'est l'âne Boranelli. En fait, c'était l'âne du patron du cabaret Lapin Agile. Je travaille, moi, depuis très longtemps sur le lapin, que j'appelle la Rabbit Generation, en référence à la Beat Generation des années 60. Vous ne connaissez peut-être pas trop toutes ces histoires-là, mais c'est vraiment la poésie underground américaine qui a influencé, qui a produit les beatniks, les hippies, etc., qui va jusqu'à Andy Warhol, en passant par William Burroughs, dont le film avec David Cronenberg, le Festin nu, est très important. En même temps, c'est le rock'n'roll, c'est Soft Machine, c'est un titre d'un roman de William Burroughs. Donc, tout ça, c'est très complexe. Il y a Fluxus aussi. Alors c'était dans les années 60, Yoko Ono qui s'intègre un peu comme ça en virus avec John Lennon, qui va détourner John Lennon de sa voix basique, et qui va faire un bouleversement dans les Beatles, parce qu'il est Fluxus, parce que Yoko Ono est Fluxus. C'est un mouvement, c'est pas un mouvement, c'est une attitude, un peu comme les dadaïstes, comme les incohérents, comme les... Il y a un grand philosophe, historien du rock'n'roll qui s'appelle, je vous le dirai tout à l'heure, c'est parti, qui a écrit un livre pour rassembler un peu, justement, pour dire que tout ça c'est très proche, Dada, Fluxus, le lettrisme, le situationniste et les punks, que tout ça ça fait partie d'un mouvement permanent. C'est-à-dire que demain, après-demain, va ressurgir. Il y a eu les grunge après les punks, etc. Il y aura toujours des éléments perturbateurs pour entacher la ligne normative. Donc voilà. Alors, en gros, j'ai pris Pompon, sculpteur animalier. Et là, quand j'ai vu son ours, que j'adore en fait, qui est un représentant authentique de la modernité, il a réussi à schématiser, à minimaliser l'animal, à fuir le côté beefsteak, tout ce côté un peu trop figuratif, pour engendrer que de la ligne du design en fait, une espèce de pureté comme ça. Mais cette pureté aujourd'hui, dans un autre contexte, c'est-à-dire moi, quand je relis ça aujourd'hui, je suis plus dans la modernité, on est en 2000, on est en 2000 quoi, en 2009, on est en 2009. Quand je lis ça, je m'interroge vis-à-vis du contexte. Ce que je lis aujourd'hui, c'est un peu lorsqu'on va dans une église ou lorsqu'on va revoir une peinture du Quattrocento, on la lit, on a le téléphone, on arrive en bagnole, etc. On ne peut pas la lire comme les gens l'ont peint, en arrivant à cheval avec une épée, etc., avec des perruques. On n'a pas la même lecture. La lecture, à chaque fois, est revisiter. C'est un peu comme la préhistoire. Les Cro-Magnons, ils regardaient la Lune. Elle n'a pas bougé, la Lune. Elle est au même endroit que nous. Hein. Seulement, la Lune, elle faisait peur, etc. Donc, on s'est mis à genoux. Ah, oh, Lune, machin, etc. Ne tombe pas sur la gueule, etc. Je t'en prie. Donc, on en a fait une déesse. On a totémisé la Lune, etc. Aujourd'hui, c'est rien. C'est le seuil pour passer dans l'espace, pour aller sur une autre planète, c'est un petit seuil. C'est vraiment un strapontin, c'est un petit tabouret aujourd'hui, la Lune. On la lit de cette manière-là aujourd'hui. Mais hier, la Lune, on avait les jetons quand on regardait la Lune. Alors, le Soleil, c'est pareil. Le monde ne bouge pas tant que ça. Nous, on bouge en permanence. Donc, je ne peux pas regarder l'ours de Pompon à Dijon comme Pompon l'a fait. Donc, moi, quand je le regarde, qu'est-ce que je vois? Je dis, moi je suis dans une société aujourd'hui qui est complètement aseptisée. C'est l'hygiénisme total. On ne peut plus rien faire. On ne peut pas... Bon, moi je suis un fumeur, je ne peux pas fumer, je deviens un paria de la société. Tout me tombe sur... Je suis vraiment... j'éprouve... Enfin, je suis coupable. Coupable, je suis un criminel, etc. Donc c'est terrifiant. Et etc. Bon, j'oublie la cigarette, après tout, c'est que de la fumée, mais je veux dire, les Indiens fumaient, les merdes.
C'était pour le calumet de la paix en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde est hygiéniste à mort. La morale est outrageusement surpuissante. C'est une espèce de plombage total. Tout est clean, etc. Quand je vois les animaux sculptés par Pompon, qui au départ étaient vraiment un acte de modernité, aujourd'hui, quand je les vois, je pense à cette espèce d'hygiénisme. C'est-à-dire que moi, un animal, finalement, aujourd'hui, moi j'ai envie que ça pue. Un animal, c'est un fauve. Un animal, ça sent. Un animal, ça érute, ça suinte, ça bave, même si c'est gentil. Ça a des odeurs, etc. Là, tout est nettoyé, on veut tout propre. On veut tout, mais comme le poisson au carré, on veut que tout soit hyper net. On ne s'emmerde pas avec tout ce qui représente la sécrétion. C'est comme l'homme. On veut bien le cerveau, mais on ne veut pas de la tripe. On ne veut pas du caca, on ne veut pas de tout ça. On veut le sexe, etc. Alors on utilise le sexe, mais dans un rapport hygiéniste total. Même la pornographie, c'est hygiéniste à mort. Moralement, c'est complètement... c'est nettoyé, c'est du manga maintenant, la pornographie. Donc, tout ça, j'ai envie, quand je pointe l'animal Pompon, je dis, oh là là là, mais c'est quoi cet animal poncé, lissé? On a tout, mais c'est un dépiotage comme on dépiote un lapin. C'est-à-dire, on enlève, c'est le scalp, là, on dépouille, alors on nettoie tout et on ponce, c'est du rasage total. Alors, évidemment, ça évoque aussi toute l'histoire. C'est la mythologie grecque, c'est la toison d'or, le bélier qu'on a complètement dépouillé, etc. Enfin, je ne sais pas comment on dit, enfin, pour retirer la police, je n'ai pas le terme, mais, enfin, moi je dis dépioter parce que c'est les lapins, on tire dessus, on enlève la peau, etc. Bon, cette peau qui va servir c'est une marchandise, etc. Donc moi, Pompon, je m'interroge dans ce sens-là. Je dis, oh là là, société lisse, société poncée. Donc, je hurle pour l'empoilage, parce que cette espèce d'épilation excessive, je lutte pour soudain, j'ai envie que tout soit poilu, j'ai envie que tout soit angora, j'ai envie que je ne peux pas supporter cette face lisse. Là, on pourrait plus évoquer après le pendant. Bon, je venais de parler de l'hygiénisme, etc. Bon, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin d'un rapport post-humain, etc. Qui dit post-humain dit futur, etc. Alors il y a plusieurs futurs, il y a le devenir. J'ai une phrase, moi, que j'ai écrite sur le mur, c'est un philosophe, c'est Deleuze qui a fait tout un concept sur le devenir animal, donc, qui m'intéresse beaucoup. Bon, je vous ai parlé d'un autre personnage qui est Xavier Forneret. Xavier Forneret, on dit que c'est le précurseur de Lautréamont, c'est le précurseur de Raymond Roussel. Alors vous connaissez sûrement pas Raymond Roussel, mais Raymond Roussel, c'est le moteur de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp le revendique en permanence, dit c'est grâce à la lecture de Raymond Roussel que j'ai pu élaborer tout mon système poétique, etc., jusqu'au rédimède. Bon. Xavier Forneret se nomme l'homme en noir. Moi, je fais une petite déviation et je pense d'un seul coup que les hommes en noir, Men in Black. Et là, je pense aux films, etc. Je vois toujours ces personnages, tout en noir, avec le chapeau noir, etc. Ces personnages qui viennent pour cette espèce d'hygiénisation, etc. Mais qui viennent là, c'est dans un autre genre, ils viennent pour essayer de sauvegarder la réalité des extraterrestres dans notre système planétaire, en faisant en sorte, dans tous les films, ces personnages sont quelquefois très 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 méchants, quelquefois un peu plus gentils. Ils sont toujours là pour essayer d'étouffer toutes les affaires que certains terrestres pourraient développer. Genre, mais si, on a vu une ovni, etc., on a vu des trucs, ça existe, les extraterrestres existent. Et là, ces hommes en noir sont toujours là pour dire, mais non, il n'y en a pas, ça n'existe pas, pour essayer de maintenir cette espèce de rapport comme ça, flou, pour que, surtout, on ne pense pas à tout ça. Alors, pour sauvegarder peut-être ces gens d'un autre espace qui nous échappe, etc. Donc,
Xavier Fonoret me rabat directement sur lui, l'homme en noir, me rabat sur les hommes en noir. Et des hommes en noir, je mixe, moi, entre le mimétisme cloné de la moutonnerie panurgienne totale de tous les gens qui sont soumis, qui sont complètement dans un état de soumission totale, dans une espèce de fascisation molle, où tout le monde est d'accord, parce qu'il n'y a pas la torture, on n'est pas sous le nazisme, on est dans une société semi-libérale, enfin ultra-libérale, avec la marchandisation totale, et la consommation, le consumérisme, etc. Et tout ça, pour moi, c'est du panurge total, c'est vraiment, tout le monde va dans le même sens. Donc ça me renvoie à une robotisation. L'esclave, le robot esclave. Voilà, on est des robots esclaves. Quand on ne s'insurge pas, quand on ne se lève pas le matin en s'insurgeant, en hurlant contre le monde, on est des esclaves. Évidemment, si on n'est que des gens en insurrection, si on n'est pas capable d'appréhender le monde aussi avec toutes ses qualités, si on n'est pas capable en se levant de s'émerveiller de la petite fourmi qui passe, du rayon de soleil qui rentre, enfin si on ne peut pas capter l'air, la puissance du monde dans toute sa beauté, c'est pas bien non plus. Donc il y a des gens qui sont saucissonnés comme ça, ils sont spécifiques, ils sont binaires, ils sont émerveillés, oh le monde est fantastique, etc. Alors ils gouroutissent peut-être dans des voies plus ou moins obscures, avec des vérités établies comme une religion, ou des choses comme ça, il y a la lumière au bout, tout est beau, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont complètement, ouais, tout est de la merde, tout est nul, ah bah machin, ah bah ceci, ah bah cela. Ce qui est génial, c'est le mix entre, dès qu'on se lève le matin, c'est waouh, génial, et puis on s'émerveille, on s'insurge, et on mixe ces choses-là. C'est-à-dire on a une relation d'éveil, le contraire de l'euphorie. L'euphorie, c'est quand on est lobotomisé, c'est-à-dire qu'on vit des choses un peu comme sous capsule, quoi. C'est-à-dire on capte des machins, on est soumis à la consommation euphorisante d'un truc sympathique, on fait la fête, etc. Donc, pouf, on est complètement englué dans une espèce d'ivresse illusionniste qui fait qu'on ne peut plus avoir de distance, donc on n'a pas les moyens de prendre du recul, donc on n'est pas lucide, donc on est dans un espèce de brouillage, you, tout va bien, etc. On est dans l'euphorie. L'éveil, c'est autre chose. L'éveil, ça bouscule. L'éveil, c'est plaf, c'est une claque. C'est la douche froide, l'éveil. Donc il faut arriver à... Donc moi, voilà ce qui m'intéresse. Alors évidemment, si je veux militer, etc., je m'adresse aux citoyens, puis là je change de... Moi je suis artiste, j'ai pas la solution, je ne peux que pointer des éléments et jouer avec. Je ne suis pas un dresseur de tort, j'ai pas la morale établie avec l'idée d'une vérité, je vais pas idéologiser mon truc, même si je pense des choses, je ne vais pas prendre mes pancartes et dire tout le monde me suit comme ça, etc. Moi je joue avec le monde, comme je le vois, mon point de vue du monde. C'est ça être artiste, c'est quelle est ma relation au monde, et puis j'essaie d'être plus excessivement aigu avec cette idée farouche de regarder le monde et de vivre dans le monde. Voilà, je ne veux pas fuir le monde, je dois vivre dedans, je dois vivre dans le contexte. Et voilà comment je vois le contexte. En fait, j'ai eu un bon feeling avec Lydie Jean-Libanel, c'est sûrement à cause de ses films d'ailleurs. Donc, peut-être que c'est parce qu'elle est vidéaste. Ça veut rien dire, mais ça veut tout dire, ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de vidéastes. Je suis dans une école d'art, tous mes étudiants sont vidéastes, j'ai plein d'amis qui sont vidéastes. Non, Lydie Jean-Libanel, c'est un contact, c'est un lien qui a à voir avec une histoire d'individu. C'est important. Alors, est-ce que dans ses films elle-même, elle dégage tout ça? Oui, sûrement. Mais comme pour moi, Lydie Jean-Libanel est d'abord un être d'attitude, moi je m'intéresse plus à l'attitude qu'au formalisme qui fait justement la sécrétion de nos actes. Je parlais de sécrétion pour les animaux, mais c'est pareil. Un poète, il sécrète des poèmes.
Un musicien, il secrète de la musique. Un peintre, il secrète de la peinture. Bon, les suintements sont plus ou moins formalisés. Il y en a, c'est des goulines, il y en a d'autres, c'est une petite pustule, enfin, c'est un postillon, etc. Il y en a d'autres, c'est du vomi, mais c'est de la sécrétion. Donc peut-être que les sécrétions de Lydie Jean du Panel m'ont parlé assez vite, mais c'est son attitude générale qui me plaît. Elle est rock'n'roll, elle a un truc qui dégage, donc on s'est bien entendu, etc. Donc moi, faire un film pour faire un film, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis même assez anti-cinéma. Bon, on ne va pas comprendre si je dis ça comme ça. Je vais voir plein de films, je regarde des films comme tout le monde, puis je suis feignant comme tout le monde, j'ouvre la télé, je regarde n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'après, j'ai une option anti-cinéma. Moi, je suis pour un cinéma vierge. Donc j'aime particulièrement le cinéma lettriste et situationniste, qui a influencé après tout le cinéma expérimental. Mais le cinéma situationniste, c'est on arrête tout ce bavardage, on arrête toutes ces situations fictionnelles qui vont dans le sens du poil. Dans le sens du poil, qui manque dans les sculptures de Pompon. Il n'y a pas de poil, on peut parler dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il n'y a pas de poil, ça, on glisse. Donc, moi, le cinéma, c'est dans la tête. On rentre dans une salle, on n'a pas besoin d'être euphorisé par des images, on est conduit, soumis à lire une fiction faite par quelqu'un qui nous emmène dans une narration avec un début, avec une fin. On est soumis, là. C'est quand même plus fort, un cinéma vierge, où il y a des trucs, il y a des tentatives de déplacement, mais on peut complètement... Alors, évidemment, toi, tu ne vas pas lire le film comme moi je vais le lire, on a encore une marge. Quand on écoute de la musique, on a une marge. Bon, mais la musique, elle peut être imposante, hein, elle peut nous gérer dans un état de soumission aussi, mais elle est plus fluide, elle est plus gazeuse. Mais la plupart du temps, le film même expérimental, c'est du film commercial, en fait. Ça engendre un bout de « Ah bah tiens, je m'emmerde, je rentre dans un champ pendant 1h30, je fais un trou, une brèche dans ma vie, puis je ressors. » Si je suis aussi con en ressortant, le film, c'était de la merde. Est-ce qu'il y a des films qui bouleversent? Oui. Est-ce qu'il y a des films qui éveillent? Oui. La plupart des autres films, ça n'éveille pas. Alors ça ne va pas éveiller les mêmes au même moment, bien sûr. Mais le cinéma, à 95%, il est euphorisant et il n'éveille pas. Donc, quand je dis que je suis anti-cinéma, je suis pour un cinéma d'éveil, un cinéma qui bouleverse, qui pose des problèmes, qu'on capte à un moment donné et qui va venir complètement bouleverser ce qu'on pensait la veille. Et on sort de la salle du cinéma, mais merde, mais la vie, c'est comme ça, je pensais pas comme ça, etc. Et on est préoccupé après, on a été bouleversé. Comme quelquefois on lit un livre, on est bouleversé, etc. Donc c'est un truc excessif. Ben, moi je touche à tous les arts parce que quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, je voulais faire plein de choses, j'étais passionné. J'étais d'abord en réaction à mon milieu. Papa, maman, environnement, machin, etc. C'est pas un manque d'amour, j'aimais mes parents, etc. Mais j'étais en réaction. J'avais pas envie de vivre comme eux voulaient m'imposer. Bon, c'est pas la même génération, c'est un autre truc. Donc j'étais en réaction. Et puis évidemment, quand on est en réaction, on cherche d'autres voies, on a envie de faire plein de trucs. C'est vrai que moi, ma génération, le rock'n'roll arrive, j'ai 14 ans, etc. C'est une bouffée d'air, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais alors là, ça éveille. Alors là, du coup, moi j'étais éveillé, pas euphorisé, éveillé par le premier rock'n'roll qui est arrivé, qu'on a appelé la rockabilly plus tard, mais ça m'a éveillé, ça m'a fait une claque, et donc c'était porteur, etc. Donc le chant, c'est, ben moi j'ai envie d'écrire, donc pour sortir du milieu, qu'est-ce qui reste? Bon, si, on peut faire des casses, on peut foutre le bordel, mais je lisais un peu, j'étais émerveillé, en même temps que je m'insurgeais.
j'étais émerveillé, je venais de découvrir Arthur Rimbaud, j'étais complètement fou de l'écriture d'Arthur Rimbaud, puis quelques personnages comme ça. Et donc j'avais envie d'écrire, je savais pas écrire, j'avais envie de faire du rock'n'roll, je savais pas jouer. Alors en même temps, j'ai dit, oh, ben, je voulais faire du théâtre, j'avais rencontré 2-3 amis qui étaient un peu comme moi, et donc on va faire du théâtre. Et puis j'avais envie de dessiner, j'avais envie de peindre, alors je barbouillais, je dis, oh, mais va falloir que je rentre aux Beaux-Arts, etc. Voilà. Et puis on me disait, oh là là, faut que tu choisisses, là, tu te disperses. Tu vas faire un peu de tout n'importe comment. Et puis on grandit de mois en mois, on commence à découvrir des trucs. Je me rappelle, j'ai découvert assez tôt l'existence de Jean Cocteau. Et on me disait, oh mais Jean Cocteau, il fait un peu de tout. Il peint, il écrit des poèmes, mais c'est pas un vrai poète. Il fait du cinéma, mais c'est pas un vrai cinéaste. Il fait de la peinture, mais c'est pas un vrai peintre. Il est dispersé. Ouh, j'ai entendu plusieurs trucs comme ça. Je dis, oh là là, c'est bien, ces gens-là, on ne les aime pas. C'est pas, en fait, c'est pour être aimé en plus, c'est ça qui est paradoxal. Mais en même temps, pour être aimé, j'ai envie d'être aimé, évidemment, mais vraiment, il faut que ça soit fort. Si pour être aimé par des gens qui t'aiment qu'à moitié, c'est pas grave, autant balancer les cartes tout de suite. Donc, j'aime des gens comme ça, qui m'ont été proposés comme étant des gens insupportables. Jean Cocteau, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça. Et je me suis fondé entre mes 15 et mes 18 ans, de plus en plus dans cette réaction. On me disait, te disperse pas, il va falloir que tu choisisses, qu'est-ce que tu veux faire? Mais qu'est-ce que je veux faire? Mais je veux vivre. Je veux pas faire un truc, c'est quoi cette survie de métier? Moi je veux vivre. Je veux pas vivre le samedi, puis pendant les vacances. Je veux vivre tous les jours. C'est pas pareil. Ah. Et si je vis tous les jours, alors je disais à mes amis, la famille, mais en vivant tous les jours, si je suis puissamment dans mon désir de vivre tous les jours, je vais forcément survivre. Si je ne pense qu'à survivre, c'est pas sûr que je vive le samedi soir et le dimanche, et puis pendant les vacances. Donc moi, je me casse. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense à vivre. Et on verra bien. Alors, évidemment, c'est pas facile. Ça, c'est sûr. Ils n'ont pas tort. Dans leur voie sécuritaire, évidemment, ils n'ont pas tort, parce que tout est fait contre. Tout est fait contre. Mais on y arrive. Moi, à 62 ans, bah, finalement, je tiens le coup. Je tiens le coup. Parce que c'est une question de pugnacité, c'est que du temps, hein, tout ça. C'est parce que tous les jours, hein, on les connaît, tous les gens dans les bars, pendant 3 heures, qui font le monde, etc. Puis le lendemain matin, il ne se passe plus rien. Le problème, c'est que tous les jours, il faut recommencer. Tous ces gens qui disent, oh, mais c'est quoi, ils voient un Picasso, j'en fais autant. Ah, Picasso, c'est 70 ans à repeindre, et puis avant de mourir, on repeint encore. On les connaît, les histoires, et Matisse, et il peut même presque plus bouger, il prend un bâton, mais il continue jusqu'à... on arrive à 70, 80, 90 ans, et là, il faut en refaire encore un, ça, on n'est pas satisfait, ça suffit pas, non, c'est pas bon encore, il faut encore en refaire un, faut encore, pour l'exigence de la vie, pas de la survie, la survie c'est que là, la survie c'est...